Alors, bonjour tout le monde. On est très heureux de vous accueillir au Cœur des Sciences pour cette première grande enquête scientifique de l'automne. Je vais commencer par saluer tout le monde qui s'est inscrit aujourd'hui. Alors, j'espère que vous allez me rendre mon salut. D'abord, l'École Saint-Laurent de Montréal. L'École Cavelier de la Salle. Et attention, l'École du Versant de Gatineau. Alors, nous avons 3 écoles sur place et nous allons saluer aussi les écoles qui nous suivent par web diffusion. L'école Hormidas Gamelin de Gatineau. Allez-y, saluez-les parce qu'ils ne font pas de bruit. Le collège Saint-Charles-Garnier de Québec. Le collège Bourget de Rigaud. Faites plus de bruit, là, c'est le temps. L'école Agora de Longueuil. Et enfin, l'école Marc-Laflamme, le Prélude de Montréal. Alors, très rapidement, je vais vous expliquer comment ça va se passer. La conférence va durer 1 heure. Pendant la conférence, il va y avoir des périodes de vote. Donc, dans la salle, quand Marion va vous demander de voter, c'est facile, vous levez la main, puis on fera un estimé approximatif. Pour ceux qui nous suivent par Internet, vous allez faire le même processus dans la classe et votre enseignant m'enverra par courriel vos réponses. À la fin de la conférence, vous allez avoir aussi une période de questions. Pour ceux qui sont dans la salle, vous avez des micros de chaque côté, donc il vous suffira de vous lever et de poser la question à la conférencière. Et pour ceux qui nous suivent par web diffusion, la même chose, vous m'envoyez un courriel et je le transmettrai par micro à Marion. Alors, sans plus attendre, ce n'est pas moi que vous êtes venu écouter, on va passer à la conférence avec une scientifique vraiment hors du commun. Vous allez voir que les scientifiques ne sont pas tous en sarrau. Et puis celle qu'on vous présente aujourd'hui, elle n'a pas froid aux yeux. Alors j'attends Marion Cossin. Bonjour à tous. Alors, bonjour. Comme vous voyez, un ingénieur, ça peut aussi travailler avec un harnais et un casque de sécurité. Je n'ai pas mes chaussures de sécurité, mais normalement, je devrais aussi travailler avec mes chaussures de sécurité. Vous comprendrez pourquoi je peux aussi travailler avec un harnais. Alors, je vais enlever mon casque pour la suite de la présentation parce que c'est pas très confortable. Même le harnais, je vous avouerai, c'est pas du tout confortable, mais c'est pas grave. Alors, donc aujourd'hui, je vais vous parler. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon projet de recherche que j'ai fait en génie mécanique. Et donc on va parler de science, forcément, mais aussi de cirque. Et oui, donc comme vous voyez, par exemple sur l'image de droite, on a un artiste de cirque qui fait de la corde lisse. Puis au centre, on a une artiste de cirque qui fait ce qui s'appelle du cerceau. Et on va se poser la question ensemble, puisqu'aujourd'hui j'aimerais ça que ça soit assez interactif comme présentation. Vous allez m'aider, on va répondre à un problème, on va trouver des solutions, puis on va voir les résultats ensemble. Alors on va répondre à la question, est-ce qu'un artiste de cirque, c'est un métier à risque? Alors je vais commencer tout d'abord par me présenter. Donc moi, mon nom c'est Marion, vous avez une belle photo de moi à l'écran, donc oui, merci. Donc à l'époque, comme vous voyez, j'avais les cheveux mauves, maintenant ils sont bleus. Alors là, en fait, où est-ce que je me trouve sur cette photo? Je me trouve à l'École nationale de cirque, qui est mon partenaire de recherche. Et vous voyez, en fait, où je me tiens, ça s'appelle le grid. C'est une sorte de plancher en grillage sur lequel on peut marcher, qui se trouve au-dessus des studios d'entraînement de cirque. Et c'est là-dessus qu'on va en fait accrocher tous les équipements de cirque. Donc vous voyez, je porte un casque de sécurité parce que forcément, comme je vous explique, on travaille toujours dans la sécurité. Donc casque de sécurité, là j'ai pas mes chaussures de sécurité non plus sur la photo, mais normalement je devrais les avoir. Donc pour me présenter, vous avez reconnu mon accent, moi je suis originaire de France. Mais sinon, donc c'est ça, j'ai fait mes études en génie, et plus particulièrement en génie mécanique. Donc je suis ingénieur. Alors, est-ce que tout le monde sait ce que c'est un ingénieur? Oui. Ok, un ingénieur est quelqu'un qui cherche des solutions à des problèmes techniques. Et génie mécanique, tout le monde sait ce que c'est la mécanique? Ouais, non. Ok,
Alors la mécanique, c'est l'étude des forces et du mouvement en fait. Et en fait, un ingénieur en génie mécanique, c'est quelqu'un qui va concevoir des produits, des machines, des systèmes complexes à partir du moment où il y a des forces et du mouvement. Donc ça peut vraiment, les disciplines dans lesquelles on travaille sont très très vastes. Ça peut autant être dans des sous-marins que sur des montagnes russes, que sur des bâtons de hockey, ou moi par exemple dans le milieu du cirque. Donc c'est ça. Moi en fait je me suis spécialisée dans les arts de la scène. Donc les arts de la scène c'est tout ce qui a trait à l'événementiel et au spectacle. Et qu'est-ce que je fais? En fait je fais des calculs donc mécaniques pour des compagnies comme des compagnies de théâtre ou des festivals comme par exemple Igloo Fest, Juste pour rire, ce genre d'entreprise. Ils viennent me voir et puis ils ont un décor ou par exemple comme ici sur la photo un stage, une scène. Puis ils me demandent de faire des calculs. Ils me disent est-ce que ça va tenir? Est-ce que mon stage va pas s'effondrer sur tout le public? Alors c'est ça, donc moi je vais faire mes petits calculs, puis je vais m'assurer que ça tient ou pas, ou je vais lui dire, ben là il va falloir que tu changes ton matériau, prendre de l'acier par exemple, parce que l'acier est plus rigide, ou au contraire augmenter l'épaisseur du matériau pour justement que ça soit plus solide. Et sinon je me suis spécialisée, donc comme vous l'avez compris, dans le milieu du cirque. Est-ce que tout le monde a déjà vu un spectacle de cirque? J'entends des noms. Non, c'est pas possible. Vous êtes à Montréal. Montréal est une capitale du cirque. Il y a tellement de spectacles à voir. Il y en a même des gratuits avec le festival Montréal complètement en cirque l'été. Vous avez des spectacles gratuits au centre-ville. Profitez-en pour aller en voir. C'est pas tout le monde qui a la chance de voir des spectacles de cirque. Je le recommande sérieusement. Et sinon, autre fait sur moi, je suis passée à l'émission Découverte l'année passée. Donc je sais pas, j'espère que vous n'avez pas vu l'émission parce que je vais parler du même projet. Donc j'aimerais ça, je sais pas, vous connaissez l'émission Découverte? Ouais? Non? Ah bon ça. Ok, l'émission Découverte en fait parle de faits scientifiques ou de projets scientifiques et ils ont une super équipe, les documentaires sont vraiment fabuleux et ils ont pris des super belles images de mon projet avec des artistes de cirque, avec des zooms, des ralentis sur les artistes, c'est vraiment fabuleux. Donc ça, maintenant j'ai fini ma maîtrise et je suis rendue au doctorat. Donc je vais encore plus loin dans les études, je suis un petit peu folle. Et je me suis spécialisée en biomécanique. Donc la biomécanique, c'est de la mécanique appliquée au corps humain. Donc tout ce qui est l'étude des forces et des mouvements, mais cette fois-ci je l'applique sur le corps humain. Donc par exemple, le genre d'études qu'on peut faire, comme l'image qu'on voit à gauche, on a par exemple un sprinter qui est sur le départ de la course, et puis on va mesurer toutes les forces, les couples, les moments, tout ça, tout ce qu'il y a sur le corps humain. Donc là, par exemple, on voit une force de 2004 newtons entre le sol et son pied, puis à chaque articulation, à la cheville, au genou, aux hanches, et bien c'est ça, on va mesurer toutes les forces qu'il y a dans le corps humain. Ou sinon, comme la photo à droite, on peut aussi faire des modélisations. Donc on va prendre toutes les caractéristiques du corps. Par exemple, on peut s'attarder aux muscles, ou comme sur la photo, on a pris juste le squelette. Et puis on va le faire tester des choses, on va lui faire tester des mouvements, et puis on va essayer de déterminer c'est quoi la méthode, par exemple, la optimale pour courir le plus vite, sauter le plus haut, ce genre de choses. Donc moi je vais prendre toutes ces méthodes-là, puis je vais les appliquer dans le milieu du cirque. Donc mon artiste de cirque, je vais faire une étude, puis je vais lui dire comme si tu pousses plus, si tu mets ton pied comme ci, comme ça, tu vas pouvoir sauter encore plus haut, faire des mouvements acrobatiques encore plus impressionnants, et pour vous impressionner, vous, public, qui allez voir des spectacles de cirque. Donc sinon, mon partenaire de recherche, comme je vous l'ai dit, c'est l'École nationale de cirque. Les locaux de l'École nationale de cirque se trouvent en face de la TOHU et du centre du Cirque du Soleil. Et ils ont plusieurs studios d'entraînement, donc ce qu'on appelle des chapiteaux. Et il y a tous les équipements de cirque possibles et imaginables en fait à l'École nationale de cirque, parce que chaque étudiant va avoir plusieurs disciplines. Donc ils ont des cours de tout en fait. Ils ont des cours de musculation, flexibilité, de jeu. Ils ont aussi des cours, ils ont leur spécialité, leur majeur. Donc ils ont un équipement de cirque vraiment où c'est leur discipline principale. Puis ils ont aussi une mineure, ils se développent aussi dans une deuxième discipline. Mais sinon, en plus de ça, ils ont des cours d'un peu tout. Ils font du jonglage, ils font de l'acrobatie aérienne, de trampoline, des choses comme ça. Ils en font, comme ils sont vraiment polyvalents. Donc là, si vous voyez la photo à gauche, en premier plan, on a ce qui s'appelle une corde volante. Donc c'est une corde attachée en debout, puis la personne va se balancer, puis faire des acrobaties dessus.
À droite, la photo à droite, si vous voyez en premier plan, on voit, je ne sais pas si on voit la souris, non, on voit pas la souris. On voit 2 planches coréennes, donc c'est comme une énorme planche, puis vous voyez, il y a 2 personnes qui vont l'un après l'autre sauter, puis là on en voit un qui est en train de faire un salto dans les airs. Puis vous voyez aussi ce qu'on appelle une fosse avec des cubes en mousse. Donc ça, c'est quand ils veulent s'entraîner à faire des mouvements qu'ils ne sont pas encore très sûrs. Donc il y a des risques qui tombent par terre. Donc ils vont s'entraîner au-dessus de cette fosse-là. Comme ça va amortir le choc. Quand ils vont tomber dans les cubes en mousse, ça va faire un atterrissage vraiment lourd au lieu de tomber sur un plancher dur et puis ou un tapis qui est quand même assez rigide. Donc c'est ça, ils peuvent tester plein de nouvelles acrobaties. Donc, sinon, pour parler un peu du cirque, donc, il existe plusieurs disciplines de cirque. En fait, les disciplines, c'est comme des spécialités ou des catégories qui requièrent des compétences similaires, en fait. Donc, on a par exemple tout ce qui est acrobatie au sol. Donc là, l'image tout à gauche que vous voyez, c'est ce qui s'appelle du main à main. On a un porteur et un voltigeur qui vont faire des acrobaties ensemble et ils sont posés sur le sol. Mais il y a plein d'autres disciplines en acrobatie au sol. On a par exemple le trampoline, comme je vous le citais. On a aussi le mâchinois. Le mâchinois, c'est comme une sorte d'énorme tube attaché au sol par des câbles, puis l'acrobate va monter dessus un peu comme un singe, puis il va faire des acrobaties dessus. Il y en a plein d'autres en fait, des équipements de cirque. Alors des équipements de cirque, ça s'appelle aussi des agrès de cirque. Donc des fois, si vous m'entendez dire agrès de cirque, c'est un équipement de cirque. Donc on a aussi un deuxième, par exemple, on a l'acrobatie aérienne. Donc vous l'entendez dans le nom, aérien, ça veut dire tout ce qui est dans les airs, donc tout ce qui requiert un accrochage. Donc là, par exemple, sur l'image, on a ce qui s'appelle un trapèze fixe duo. Fixe parce que le trapèze ne va pas bouger, contrairement à un trapèze ballant où on va se balancer. Fixe, on veut que le trapèze il reste à la même position. Et duo parce qu'elles sont 2. Là, c'est 2 filles qui font des mouvements acrobatiques, peut-être de la contorsion aussi, elles peuvent faire ça. Et vous voyez, en fait, sur le trapèze, de chaque côté, on a ce qui s'appelle, on a comme des grosses cylindres, c'est des grosses masses. C'est pour stabiliser le trapèze, parce que justement, on ne veut pas qu'il bouge, donc on va lui rajouter de la masse pour éviter qu'il perde sa stabilité. Mais si on veut, par exemple, un autre trapèze, si on veut qu'il bouge beaucoup, bah là, on va enlever les masses. En acrobatie aérienne, en fait, on a tout ce qui s'accroche dans les airs, mais on va y revenir un peu après. On a aussi une autre discipline qui s'appelle l'équilibrisme. Donc là, ça aussi, ça s'entend dans le nom. C'est tout ce qui requiert en fait de garder son équilibre. Donc là, par exemple, sur la photo, on voit ça s'appelle un fil de fer. Donc c'est un fil de fer tendu, puis la personne marche dessus. Et là, vous la voyez en train de faire un saut acrobatique, puis la personne forcément va essayer de retomber sur le fil sans tomber. Mais on a aussi ce qui s'appelle par exemple les cannes. Les cannes, c'est comme des canne, vraiment, avec une sorte de cube en bois, puis la personne va placer ses mains, puis elle va essayer de se relever, puis tenir en équilibre, puis elle peut faire plein de choses avec ses jambes. On a aussi la jonglerie. Jonglerie, manipulation d'objets. Donc là, sur la photo, vous voyez, ils jonglent avec des balles, mais ça peut être un diabolo ou ça peut être en fait toutes sortes d'objets possibles et imaginables. On a aussi l'art clownesque et le jeu burlesque, donc tout ce qui est clown, comme vous voyez sur la photo tout à droite. Et il y a une autre discipline que je ne vous ai pas mis là-dedans, qui est le dressage ou l'art équestre, donc tout ce qui est acrobatie avec des chevaux. Je ne l'ai pas ajouté là-dedans parce que l'École nationale du cirque ne fait pas ça. Mais par exemple, on a la compagnie Cavalia qui a des spectacles entièrement dédiés avec des chevaux. Donc, moi, le problème qui m'est posé quand je suis allée à l'École nationale de cirque en tant qu'ingénieure, donc en tant qu'étudiante en génie mécanique, c'est un problème que les gréeurs sont confrontés tous les jours. Donc, qu'est-ce que c'est un gréeur? C'est une personne qui s'occupe de l'installation des équipements de cirque. Donc, le gréeur, il est habillé comme moi, c'est-à-dire avec un harnais et puis un casque de sécurité. Et il a aussi tous ses outils sur lui, il a des pinces, du tape, tout est attaché en fait sur le harnais parce qu'on ne veut pas que ça tombe au sol. Et puis on a aussi des talkies parce qu'on va se parler, il y a des gens qui sont au sol, des gens en l'air, donc c'est ça. Et donc c'est ça. Donc comme vous voyez sur la photo, il porte un harnais, un casque de sécurité, puis il s'occupe, comme sur la photo à gauche, comme vous voyez, il s'occupe de placer les câbles, les poulies, les mousquetons, tout ça. Et lui, sa priorité, c'est la sécurité. Il ne veut pas que l'artiste se blesse.
Et sinon aussi, une autre chose que le gréeur peut faire, comme vous voyez la photo à droite, on a des fois des artistes de cirque qui vont avoir une ceinture de sécurité, puis le câble sur lequel il est retenu, ça s'appelle une longe, et on va avoir un longeur de l'autre côté du câble, donc c'est la personne qui va retenir la longe, et au cas où l'artiste de cirque, des fois, si des numéros sont trop pas sécuritaires, ou si la personne s'entraîne à essayer un nouveau mouvement, pour éviter qu'elle tombe au sol directement, elle est attachée avec une longe, puis la personne de l'autre côté, le longeur, va retenir le trapéziste dans ce cas-là pour éviter qu'elle tombe au sol. Donc des fois, ça peut être un gréeur aussi qui fait cette tâche-là. Et là, pareil, c'est encore une fois, sa priorité, c'est la sécurité. Alors, si on prend notre problème, on a par exemple un trapéziste, comme vous voyez, un trapéziste super content, il est sur son trapèze, il fait plein d'acrobaties, il saute partout, il spin, tout ça. Puis à gauche, on a notre gréeur qui regarde la scène, puis vous voyez le gréeur, il n'est pas content du tout. Parce que lui, c'est lui qui s'occupe de l'accrochage, puis il ne sait pas quel équipement, il ne sait pas si, quand le trapéziste va faire des mouvements, il ne sait pas si la structure, elle peut tenir. Il ne sait pas si le câble qu'il a choisi pour attacher son trapèze, la mousqueton, la poulie, ou même le plafond qui est en haut, qui soutient tout ça, il ne sait pas si c'est assez solide, parce que l'artiste de cirque, quand il va faire plein de mouvements, ça va générer des forces, et il ne sait pas comment choisir cet équipement, puis nous, ce qu'on ne veut pas forcément, on ne veut pas des accidents. Voilà. Alors, c'est ça. Donc là, c'est un accident qui est survenu il y a quelques années aux États-Unis. Alors en fait, en art de la scène, donc tout ce qui est spectacle, nous, il n'y a pas des normes dans les arts de la scène. C'est en train de se créer, mais jusqu'à date, il n'y avait pas de normes. Donc, contrairement par exemple au bâtiment, si tu veux fabriquer un bâtiment à Montréal, il y a le code du bâtiment déterminé par le gouvernement, puis il va te dire comme si tu veux que ton bâtiment y tienne, il faut qu'il soit de telle dimension, telle charge et tout ça. Donc dans les arts de la scène, ça n'existe pas. Donc des fois, ils vont pas voir des ingénieurs pour faire les calculs, ou des fois les ingénieurs, ils réduisent le matériel, ils prennent pas du bon matériel, ou ils réduisent l'épaisseur de l'équipement, tout ça. Puis ça peut arriver qu'il y a des accidents, comme cette fois-ci. Donc vous voyez, le stage est complètement en train de basculer sous une rafale de vent. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a de la population, du public en avant, puis il y a des risques de blessures. Mais sinon, spécifiquement au milieu du cirque, il peut aussi avoir des accidents. Donc là, par exemple, à gauche, la photo à gauche, vous voyez, c'est un accident qu'il y a eu en 2014, donc il n'y a pas si longtemps que ça, d'un cirque pareil aux États-Unis qui s'appelle Ringling Bros. Et en gros, donc c'est comme un système chandelier. Et il y avait 8 artistes maintenus par les cheveux. Alors je sais, c'est un peu bizarre, chaque cirque a un peu sa tendance, mais les artistes de cirque sont maintenus par les cheveux, par une sorte de pince. Puis au milieu, on en voit une qui fait une acrobatie. Et malheureusement, le mousqueton qui retenait le chandelier était usé. Et ça n'a pas tenu. Pendant un spectacle, le chandelier entier est tombé sur la scène. Et forcément, heureusement, il n'y a pas eu de mort, mais les artistes ont été blessés. Un autre accident qui est survenu, donc ça c'est en 2013. Donc ça c'est le Cirque du Soleil à Las Vegas sur le spectacle K. Donc le spectacle K est vraiment super impressionnant. Donc en gros, comme vous voyez, il y a une stage, une scène, puis elle peut se mouvoir comme ça, elle peut bouger dans les 3 dimensions. Puis il y a les acrobates dessus qui vont marcher ou qui vont faire des acrobaties là-dessus. Et il y a la scène finale à droite où la scène est complètement verticale. Et puis on a les acrobates qui marchent comme ça, qui sont attachés avec un harnais, comme moi, avec un mousqueton et un câble, et puis ils marchent, ils montent, puis des fois ils vont se lancer, ils vont faire des acrobaties, tout ça. Et là, malheureusement, elle a mal attaché son mousqueton, et elle a fait une chute de 30 mètres, et elle en est morte. Donc les accidents dans le milieu des arts de la scène et du cirque, ça existe. C'est pas courant, il n'y a pas des morts chaque année, mais c'est quand même un problème qui existe, et c'est ça, les gréeurs, eux, ils veulent surtout pas ça. Alors, je me suis
Dans mon projet de recherche, je me suis concentrée juste sur 5 agrès de cirque, parce qu'il en existe une infinité en fait, des agrès de cirque. Donc le temps de toutes les étudier, c'était un petit peu long, donc je me suis juste concentrée sur 5. Donc à gauche, on a ce qui s'appelle les sangles, donc c'est une paire de sangles en fait, et c'est très rigide. Et puis l'artiste de cirque va mettre ça sur ses poignets ou ses pieds, puis pareil, il peut s'enrouler, il peut se balancer, il peut faire plein de choses. En deuxième, on a le tissu aérien. Donc, c'est 2 pans de tissu c'est très élastique, puis c'est très haut. L'artiste peut monter, puis souvent il va faire des chutes. Il va enrouler le tissu autour de lui, il va lâcher, puis le tissu va se dérouler, puis à la fin, chute. On a aussi la corde lisse. Pareil, avec la corde lisse, c'est une corde comme vous connaissez. Et pareil, là, on peut faire des chutes aussi. Un trapèze danse, donc là c'est un trapèze, et en fait le trapèze danse, on peut faire beaucoup de mouvements différents. On peut autant se balancer, on peut faire des tours avec, on peut aller en haut, on peut aller au sol, les possibilités sont pratiquement infinies en trapèze danse en termes de type de mouvement. Et enfin à droite, le cerceau. Donc le cerceau, c'est une barre de métal en forme ronde. Et pareil, là, les artistes de cirque peuvent autant être en l'air qu'au sol. Ils peuvent aussi tourner avec le cerceau, ils peuvent se balancer. Ils peuvent faire de la contorsion aussi là-dedans. Souvent, on va voir ça, des filles qui font de la contorsion dans le cerceau. C'est vraiment très joli. Alors, première petite question, parce que je vois que vous vous endormez. Qu'est-ce que tous ces agrès ont en commun ? Oui. Ils sont accrochés au plafond. Oui, c'est une bonne réponse. Ce n'est pas celle que j'attends, mais on s'en approche, c'est ça. Autre. Oui. C'est en hauteur, oui, pareil. Accroché au plafond, en hauteur. Oui, pareil, c'est dans la bonne piste. On est dans le bon chemin, mais ce n'est pas ça que j'attends. Oui. C'est dangereux. J'ai envie de dire, tous les équipements de cirque sont dangereux. Je suis désolée, mais que ce soit en trampoline ou que ce soit en plan, tous les équipements de cirque, il y a toujours un risque de blessure. Après, c'est juste de l'entraînement. Puis c'est ça, on va mettre des ceintures de sécurité, des longes, des matelas pour amortir les chutes, ce genre de choses. Mais il y a toujours un risque que tu tombes, que tu te lâches, ou je sais pas. Puis malheureusement, c'est des choses qui existent. Autre... Oui. Alors oui et non. Parce qu'en fait, là, ça va dépendre de l'artiste qui fait le numéro. Il y a des numéros, tu peux faire de la contorsion dans pratiquement tous les équipements de cirque qui sont présentés ici. Et là, je n'ai contorsion, je n'ai pas de mouvement. Tout le monde sait ce que c'est la contorsion ? Ouais, c'est bon. Donc c'est ça, on peut autant faire de la contorsion en cerceau qu'en trapèze danse. Bon, en corde lisse, un peu moins souvent, au tissu moins souvent, mais ça pourrait aussi se faire. Sangle aussi. Donc ça va vraiment dépendre du type de performance que l'artiste veut. Donc c'est pas ça. Non, on reste dans ce qu'on était là, accrochage en hauteur, choses comme ça. Oui. Oui, c'est aérien, très bien. Pareil, c'est toujours dans la même... on va pas y arriver, oui, vas-y. Oui, aussi, ça c'est vrai. Alors justement, c'est là-dedans, oui, ils sont accrochés. Alors je vais répondre. Marion, j'ai une intervention en web diffusion. Il y a une école qui dit ce sont tous des cordes, ils ont tous un point d'appui. Un point d'accrochage, c'est exactement ça. Je ne sais pas si vous voyez, ils s'accrochent tous en un point, contrairement au trapèze ballant ou trapèze fixe, par exemple, qui va s'accrocher en 2 points. Eux, ils s'accrochent tous en un seul point. Vous voyez, les sangles en un point, le tissu pareil. Même le trapèze danse, trapèze peut s'accrocher en 2 points, mais la danse, trapèze danse, en un seul point. Ça va avoir son importance plus tard, vous allez comprendre. Alors, l'objectif, on va se mettre d'accord sur l'objectif ensemble. L'objectif du projet, ça a été de mesurer les forces pour les 5 disciplines que je vous ai présentées, là, tissu, sangle, etc. Et en fait, le but de tout ça, c'est on veut s'assurer que la structure, elle puisse tenir les forces. On ne veut pas que la structure s'effondre sur l'artiste. Est-ce qu'on est d'accord sur cet objectif ? Hein ? Merci. De toute façon, vous n'avez pas trop le choix. Alors, je vous ai parlé de force. On mesure les forces, mais c'est quoi une force ? Quelqu'un est capable de me répondre ? Ah oui. Ok, je vois pas très bien. Oui. Une accélération sur un axe ? Oui, ouais, ok, il y a une accélération, je suis d'accord, mais je ne veux pas partir là-dedans. Juste physiquement, une force, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça fait ? C'est vraiment, on reste simple. Oui.
Le potentiel de provoquer un changement? Oui, un changement, mais lequel de changement? Vous partez loin de l'énergie. C'est quoi de l'énergie, là? Non, on reste simple. OK, bon, je vais répondre à votre place. Donc, une force, c'est ce qui permet de déplacer un objet ou de déformer un objet si cet objet est déformable. Et une force, ça va s'exprimer en newton. Je vous ai mis une belle photo de Monsieur Newton. Enfin, c'est plus une peinture, en fait. Parce qu'en fait, c'est Isaac Newton qui, au XVIIe siècle, a donné la définition de la force. Donc, c'est lui qui est le premier qui a introduit la notion de force. Et en fait, il a établi plein de théories, Monsieur Newton, qu'on utilise en fait actuellement. Et moi, je trouve ça fou. 17e siècle, ça fait 400 ans. Et nous, en génie mécanique, on utilise encore les théories de Monsieur Newton qui s'appelle la mécanique classique. Et en fait, toute l'ingénierie en génie mécanique est basée sur les théories de Newton. Alors, un petit vote. Je vais voir si vous avez bien suivi mes définitions. Alors, selon vous, est-ce qu'une force, ça peut A. Modifier la trajectoire d'un objet en mouvement. Petit b. Modifier la masse d'un objet. On ne donne pas les réponses avant de voter. Petit c. Modifier la vitesse d'un objet. Petit d. Déformer un objet. Alors, qui dit A? J'ai 2 mains, 3 mains. Petit b. Modifier la masse d'un objet. Une main. OK. Petit c. Modifier la vitesse d'un objet. 2 mains, 3 mains, 4 mains. Il faut voter, hein? Petit d, déformer un objet. OK, majoritairement, le petit d, est-ce qu'on a des réponses de... C'est pas rentré encore, continue. C'est pas rentré encore? OK. Continue à avancer, parce qu'il ne te reste plus qu'une demi-heure si tu veux rentrer dans une heure, hein, Marion? Pardon? Il ne te reste plus qu'une demi-heure si tu veux rentrer dans l'heure de conférence. Alors, vous n'avez pas été très bon, vous avez été un petit peu bon, mais en fait, il n'y avait pas qu'une seule bonne réponse, il y en avait 3. Ça modifie la trajectoire d'un objet, ça modifie la vitesse d'un objet et ça déforme un objet. Donc si on prend l'exemple de la bille, quand vous allez donner un petit coup sur la bille, vous allez modifier sa trajectoire et modifier sa vitesse. Et si par exemple on prend un élastique, on va tirer un élastique, on lui applique une force, on va le déformer parce qu'il est déformable. La bille est non déformable, elle est rigide, donc elle va simplement bouger. Par contre, ça ne peut pas modifier la masse. Donc je ne sais plus qui c'est qui avait dit le B, mais ce n'était pas ça. Alors, comment mesurer une force? Parce que c'est ça, l'objectif, c'est de mesurer les forces générées par les artistes de cirque, mais on peut se poser la question, là, avant de commencer à réfléchir plus loin, comment on fait pour mesurer une force? On va utiliser ce qui s'appelle un dynamomètre. Donc, vous voyez, des dynamomètres, ça peut prendre plusieurs formes. Il y en a des plus ou moins anciens, des plus ou moins... il y en a qui ont des graduations, l'autre qui ont des afficheurs numériques. Puis comment ça fonctionne? Ça s'accroche quelque part, puis on a un crochet en dessous, puis quand on tire dessus, ça va mesurer une force, ça va nous donner la valeur de la force. Donc c'est une force en traction. Alors si on reprend, si on réfléchit nous à notre problématique, à notre problème dans le milieu des arts du cirque, si on reprend notre trapéziste et puis on se demande comment mesurer les forces. Donc déjà, on sait qu'il faut utiliser un dynamomètre. Je vous ai déjà donné la réponse. Maintenant, comment le placer ou le mettre dans tout là-dedans? Est-ce que quelqu'un aurait des idées? Oui. Sur le trapèze même? Avec ton dynamomètre, tu le mets comment? Okay. Il n'y a pas de bonne réponse, en fait. Je vais répondre, mais il n'y a pas de bonne réponse. Moi, j'ai choisi une solution, mais il y aurait pu avoir d'autres réponses. Moi, j'ai choisi de le mettre juste au-dessus de l'équipement de cirque, mais on aurait pu le mettre dans le plafond, comme on aurait pu le mettre au point d'accrochage, comme on aurait pu le mettre entre les poulies et le câble, c'est ça. Donc moi, j'ai utilisé ce qui s'appelle, attention, le nom scientifique, cellule de charge uniaxiale, ça veut dire dynamomètre, ou on peut aussi l'appeler capteur de force. Mais cellule de charge, ça veut dire capteur de force uniaxial dans un seul axe. Et voilà à quoi ça ressemble, la photo à gauche. Donc, le sorte de bang, là, c'est mon dynamomètre. Et en haut, j'ai utilisé un émetteur. Et il va me transférer, m'envoyer la force que je mesure sur mon ordinateur. Puis après, je vais pouvoir analyser tout ça. Et en fait, j'ai choisi ça comme protocole de mesure parce que je voulais quelque chose vous voyez, un mousqueton en haut et en bas, puis ça se déclipe, ça se clip facilement. Puis comme ça, j'allais d'un chapitre à un autre, j'allais voir un artiste, puis un autre, puis je faisais ma mesure, puis je bougeais comme ça à chaque fois. Donc c'était pratique pour moi. Alors on parle de force, mais il y en a une qu'on n'a pas pris en compte, la gravité. Oui,
Ça parle à des gens? Ouais. Alors, la gravité, elle va exercer une force qui s'appelle le poids ou la pesanteur sur chaque objet qui possède une masse. Donc, le mythe, c'est que Newton, il était dans son jardin, sous son pommier, une pomme lui est tombée sur la tête et oh, la gravité, on est tous attirés vers la Terre. Le mythe est faux. Il avait bien un pommier, mais c'est pas en voyant tomber une pomme qu'il s'est dit oh la gravité machin, mais c'est joli, puis ça permet de se rappeler de ce que c'est la gravité, puis qu'il faut toujours la prendre en compte. La formule pour la gravité, c'est le poids, la pesanteur, égale la masse fois g, avec g qui est une constante, la constante d'accélération de pesanteur, qui vaut 9,81 mètres par seconde carré, souvent on arrondit à 10. Alors, je vais voir si vous avez suivi. Si on reprend notre artiste de cirque, elle est suspendue sur son tissu, puis on va dire que l'artiste, elle fait une pose, une jolie pose, elle ne bouge pas. Sachant que l'artiste, elle pèse 60 kg, je vous demande quel est son poids, donc la force exercée par la gravité. Est-ce que ça vaut A, 6 newtons, B, 60 newtons ou C, 600 newtons? Alors, qui dit A? Personne. Une personne. Qui dit B, 60 newtons? Une personne, deux personnes. Qui dit C, 600 newtons? Majorité, oui, très bon, excellent. Donc c'est ça, on reprend notre magnifique formule, P égale mg, et j'ai arrondi G à 10 au lieu de 9,81, puis si on fait 60 fois 10, ça nous donne 600 newtons, puisque c'est une force. Alors, avant de faire notre recherche, c'est un peu comme vous quand vous avez des problèmes en sciences, on va essayer de répondre à la réponse et on va essayer de poser des hypothèses. On va se dire, le résultat, je pense que ça va donner ça ou ça va donner ci. Puis après, en faisant l'analyse, on va se rendre compte, est-ce que oui, notre hypothèse, elle était juste ou pas. Donc là, j'ai fait la même chose. Donc si on reprend notre artiste, là, cette fois-ci, elle ne va pas juste faire une pose jolie, elle va bouger, faire des mouvements acrobatiques. Et je vais mesurer la force, comme vous voyez le F là, de traction, je vais mesurer cette force-là. Et puis, on a dit que si la personne ne bougeait pas, la force était égale à P, qui est son poids. Donc là, l'hypothèse, on va se demander, c'est quelle hypothèse qu'il faut poser. Alors, est-ce que A, vous pensez que la force F que je mesure, elle est plus petite que le poids P? Est-ce que la force F est égale au poids P ou est-ce que la force F est supérieure au poids P? Qui dit A? 2 personnes. Qui dit B? 3, 4 personnes. Qui dit C? F est supérieur. Majorité. Alors, il y avait encore un piège. Je suis désolée, j'aime bien vous piéger. Mais il n'y avait pas une seule bonne réponse. En effet, il y a bien la C, mais en fait, les 3 sont justes. Eh oui, je vous donne déjà les réponses avant de vous montrer les résultats. Mais la force F que je vais mesurer, elle va être des fois, ça va dépendre du mouvement, ça va dépendre du moment dans le mouvement, mais des fois elle va être plus petite que P, des fois elle va être égale à P, puis des fois elle va être supérieure à P. Mais nous, celle qui nous intéresse vraiment, vous l'avez compris, c'est quand elle est plus grande que P, parce que nous, on s'intéresse à la sécurité, et on veut que ça soutienne des forces, donc on va essayer de voir la force maximale la plus grande. Alors, comment j'ai fait ma collecte de données? Donc, j'étais à l'École nationale de cirque. En tout, j'ai 16 participants, 16 artistes de cirque, étudiants de l'École nationale de cirque qui ont participé à mon projet. Donc, j'ai 11 garçons, 5 filles. Et ils sont répartis sur les 3 années de scolarité, puisqu'à l'École nationale de cirque, c'est un DEC. En tout, j'ai fait plus de 300 mesures. Alors, vous avez compris, c'est dans les 5 disciplines que je vous ai montrées tantôt. Et en tout, j'ai mesuré 4 mouvements acrobatiques différents, puis les artistes de cirque me les ont répétés chaque semaine. Donc en tout, ça m'a fait 300 mesures. Et j'ai même mesuré pendant un numéro en direct d'un spectacle à la TOU, parce qu'à l'École nationale de cirque, ils font un spectacle devant un public à la fin d'année. Puis j'ai mesuré 2 fois pendant un spectacle pour voir s'il y avait une différence quand l'artiste de cirque était stressé ou avec l'adrénaline, est-ce qu'il générait plus de force ou moins de force qu'en entraînement. En passant, l'image à droite que vous voyez, c'est ce qui s'appelle un cadre russe. Donc, vous voyez, c'est un portique en métal. Et dessus, on va avoir un porteur attaché avec une ceinture. Et il va avoir son voltigeur, puis il va le faire voltiger entre ses jambes, puis il peut le lancer en l'air, comme vous voyez sur l'image. Alors, je vais vous montrer des résultats. Donc là, c'est en sangle. Ça passe à la vidéo? Oui. Donc, le mouvement s'appelle un mouvement de disloc, exécuté en sangle. Oh, ça ne fonctionne pas. On va le remettre. Donc, vous avez vu, l'acrobate, il commence en position carpé. Carpé, c'est quand on plie au niveau des hanches. Et puis, il va se lancer, il va faire un tour complet sur lui-même. Et le mouvement s'appelle disloc
parce que s'il fait mal son mouvement, il y a des risques de dislocation d'épaule, parce qu'il y a un mouvement de rotation d'épaule à bien faire. Et oui, le cirque, ça ne pardonne pas. On va le reprendre. Alors, vous avez vu, à gauche et à droite, j'ai synchronisé la force que je mesure avec la vidéo du mouvement. Donc, il faut switcher gauche-droite. Attention. Voilà. Donc, vous voyez, l'artiste fait un tour complet sur lui-même, puis j'ai mesuré la force. C'est difficile de voir à quel moment il fait quoi, mais on va essayer de voir ça ensemble. Donc, sans mesure. Donc, vous avez vu, il y a un moment où l'artiste de cirque il kick ses jambes, puis après il se laisse tomber, puis il va revenir à sa position initiale. Alors, à gauche, la courbe, c'est la force en fonction du temps, et la ligne rouge, c'est son poids. Et donc, vous voyez au début, la force que je mesure est à peu près égale au poids parce que l'artiste ne bouge pas, il est en position carpée, il attend. Donc, la force que je mesure est égale au poids. Ensuite, le moment où il va donner son premier kick de jambe, c'est là le pic de force parce qu'il va tirer, en fait, au moment où il va donner ses jambes, il va tirer sur les sangles. Ensuite, la force, elle descend à 0 parce que ça, c'est le moment où il va se laisser tomber. Donc là, il tient les sangles, mais il ne va pas tirer dessus, simplement, il se laisse tomber. Et là, le grand pic de force que vous voyez au milieu, c'est le moment où il passe la verticale. Parce que là, il s'est laissé tomber, et puis là, bam, ça fait comme un gros pic de force, ça va tirer à fond sur les sangles. Et ensuite, la force revient encore à 0. Ça, c'est le moment où il remonte, parce que pareil, il ne va pas tirer dessus, il se laisse remonter avec l'élan. Et à la fin, il y a une sorte de petite oscillation. Ça, c'est le moment où il revient en position de carpé, puis des fois, ça peut faire comme ça, un peu là, ça va tirer sur les sangles. J'essaie de faire des bruitages en même temps. En tout cas, vous avez compris. Donc, je vais vous montrer d'autres vidéos, pareil. Donc, ça, c'est en tissu. Donc, pareil, il va y avoir synchronisation à gauche et à droite, la force à gauche, la vidéo à droite. Donc là, la fille, elle va se faire une chute, donc elle va se laisser tomber. Et on va voir ce que ça donne au niveau des forces. Et donc là, c'est la même chose. Au début, vous voyez en rouge son poids, vu qu'elle ne bouge pas, la force égale à son poids. Puis le moment où il y a vraiment l'impact, c'est là où il y a le grand pic de force. En trapèze danse, il va faire des tempos. Tempo, c'est quand on se tient en dessous de la barre, puis on se balance de avant-arrière. On peut faire aussi droite-gauche, on peut faire plein de variations. Donc, vous voyez, à chaque fois qu'il se balance, pic de force, pic de force, pic de force, ça suit exactement le mouvement. Est-ce que ça va pour les vidéos? Vous voulez que je vous en remette ou je ne vais pas trop vite? Ça va? Oui? Silence égale oui. Donc là, c'est une chute en corde lisse. La même chose qu'en tissu, la personne va se laisser tomber. Donc vous voyez, au début, il est dans une sorte de split avec une boucle, puis il va se laisser tomber dans cette boucle-là. Et voilà, grand pic de force, encore une fois. Et là, je ne sais pas si vous voyez, je vais vous la remettre, j'ai la même encore une deuxième fois. C'est le même mouvement qu'il va effectuer, mais à un autre moment. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais la boucle va se resserrer au niveau de sa cuisse. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la force que je mesure, là, le grand pic de force, c'est tout là-dessus. Donc il faut vraiment que les artistes de cirque soient solides, en fait. Et en réalité, cet artiste-là, quand il fait ce mouvement-là, souvent, il se brûle la cuisse, tellement l'impact est fort, puis la corde, c'est super rigide. Donc il a des bleus, il a des brûlures, donc c'est vraiment conséquent. Alors, si on reprend la même courbe, en corde lisse, là, la chute que je vous ai montrée, puis qu'on prend comme référence le poids de la personne, donc c'est-à-dire ma ligne rouge, puis on se dit le grand pic de force, ça vaut combien de fois le poids de la personne? Là, si on essaye d'ajouter chaque référence, alors, selon vous, ça fait combien? Est-ce que la force maximale, la force la plus élevée qui va générer, est-ce que ça vaut 5 fois le poids de la personne, 6 fois le poids de la personne ou 7 fois le poids de la personne? Alors, qui dit 5? Une dizaine, quinzaine, disons. Qui dit 6? C'est mitigé, un tiers, peut-être la moitié. Et qui dit 7? Personne dit 7? Un petit peu là-bas. Okay. Oui, aussi là. Ok, la majorité était pour 6 fois. Des résultats, si je vais trop vite.
En fait, le réseau est trop lent. Les Ok. réponses arrivent toujours trop tard, là, mais continuez à voter en web diffusion, c'est super intéressant. Ok. Alors, eh ben, vous avez raison, la majorité avait dit 6 fois, et c'est ça, 6 fois. Si on ajoute les petites flèches, eh ben, ça donne 6 fois. Donc là, par exemple, en corde, la chute qui fait rattraper sur la cuisse, c'est comme s'il avait une force de 6 fois son poids. Et donc, les résultats globaux, par discipline, je vous ai mis la force maximale que j'avais mesurée. Et pareil, j'ai pris comme référence combien de fois son poids. Alors, le maximal, il est en sangle, où la personne a généré 8 fois son poids. Et il faut penser, là, en sangle, c'est sur les poignets, parce qu'il se tient comme ça, il a les sangles entourées autour des poignets, puis il se tient avec les mains. Donc, c'est pareil, une force générée sur les poignets. En corde lisse, vous l'avez vu, c'est la chute que je vous ai montrée 6 fois. En trapèze dense et en tissu, c'est 5 fois. Et en cerceau, 3 fois. Alors, il ne faut pas penser que le cerceau ne génère pas des forces élevées. C'est juste que les 2 participants que j'ai eus en cerceau faisaient des mouvements pas très dynamiques, ils faisaient beaucoup plus de contorsion. Donc, forcément, pas de mouvement dynamique, ça veut dire pas des forces élevées. Parce que c'est logique quand même, plus on va faire des mouvements avec beaucoup de dynamique, ça bouge beaucoup, les forces vont être plus élevées. Et donc, si on essaie de répondre à la première question que je vous ai posée au début de la présentation, est-ce que le métier d'artiste de cirque, c'est un métier à risque? Qu'est-ce que vous me répondez? C'est bien, vous avez suivi. Alors, c'est ça, artiste de cirque, est-ce que c'est un métier à risque? Et puis, si on essaie de répondre, nous, à notre problème du début, le problème était posé, je vous rappelle, par les gréeurs, celui qui s'occupe de l'installation des équipements de cirque et qui ne veut pas qu'il y ait d'accident. Si on se rappelle, notre gréeur pas content, qui regarde notre trapéziste, puis il ne sait pas quel équipement choisir pour assurer la sécurité de l'artiste de cirque, qu'est-ce qu'on va lui dire à notre gréeur? Oh, j'ai perdu tout le monde. Oui, il y a une main? Il va vérifier plusieurs fois si c'est solide. Ok, mais solide comment? À quel point? Oui. Exactement. On va reprendre les données qu'on a eues avant. Et puis on va lui dire, il faut que tout l'équipement puisse soutenir au moins 8 fois le poids de la personne. Puis c'est un minimum, parce que 8 fois, ça peut casser. Donc on va lui dire, prends encore plus grand. Et donc en réalité, notre artiste de cirque, en général, les artistes de cirque, ils sont assez petits, fluets, minces. Comme vous voyez, par exemple, là, on voit un artiste en cerceau qui spin, puis le dessin est rigolo, il spin, puis il commence à être malade. Mais en réalité, notre artiste de cirque, il faut faire attention parce qu'il génère des forces très, très, très élevées. Donc, attention à la sécurité. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, merci Marion. Vous allez pouvoir vous lever vers les micros pour poser des questions. Et puis, ceux qui nous suivent en web diffusion, là, j'espère pouvoir recevoir vos réponses. Alors, donc, quelques secondes d'attente. En passant, l'image que vous voyez ici, c'est une balançoire russe. Donc vous comprenez, comme une balançoire, mais elle est plus grande en longueur, puis ça va basculer. Il y a ce qu'il appelle en arrière, il y a ce qui s'appelle un pousseur qui va s'assurer de balancer la balançoire. Et à l'autre extrémité, on a un voltigeur, là comme vous voyez, qui est en train de faire un mouvement acrobatique. Alors je vais briser la glace avec une question, moi. Quand on s'est rencontrés la première fois, tu me disais que les gens avaient de la chance à l'école de cirque de Montréal parce que les gréeurs étaient très, très, très expérimentés, mais que dans d'autres pays, souvent, ils assuraient les acrobates avec des poids vraiment inférieurs. Est-ce que tu peux nous raconter ça un petit peu à nouveau? Oui, tout à fait. L'École nationale du cirque m'est venue avec ce problème, mais c'est parce qu'ils ont vraiment à cœur la sécurité. Et je dirais, surtout que c'est une école, donc la problématique est vraiment différente pour eux. Et ils font vraiment très attention à ça, à vraiment choisir le bon équipement. Puis ils inspectent très souvent, à peine il y a de l'usure ou quand ils voient qu'ils ne sont pas confiants en un équipement, ils le changent, ils l'enlèvent, c'est ça. Mais dans d'autres pays ou même d'autres compagnies de cirque, c'est pas la même rigueur, disons, qu'il y a sur les équipements. Et c'est déjà arrivé à des artistes de cirque de l'École nationale de cirque de faire des spectacles à l'étranger. Et puis ils disent, comme ils vont voir le gréeur ou la personne qui s'occupe de l'équipement, puis ils disent comme, il faut que tu prennes de l'équipement solide. Et la personne lui a rigolé au nez en disant comme,
Toi, tu génères des forces élevées. Tu es comme ça, mince comme ça, puis tu vas vraiment générer des forces 10 fois ton poids, laisse-moi rire. Ben non, il faut vraiment être conscient de ça. Oui, les artistes génèrent des forces élevées. Après, avant, il n'y avait pas eu de données là-dessus. Avant mon projet, on ne savait pas combien, jusqu'à combien. Donc là, mon projet vraiment sert à avoir des données. Puis maintenant, les artistes de cirque, quand ils vont dans des pays étrangers, ben, ils peuvent montrer en disant « Hey, t'as vu, on m'a mesuré, j'ai fait 8 fois le poids de mon poids. Donc, prendre l'équipement qui est capable d'assurer ma sécurité. » Puis il y a eu des accidents. Des anciens étudiants de l'École nationale du cirque, ils ont eu des étudiants avec des compagnies extérieures. D'autres questions? Oui. Est-ce que c'était clair? Est-ce que tout le monde a bien compris? Oui? OK, parfait. Moi, j'aurais une question. Oui. Les artistes, ils doivent faire parfaitement confiance aux gréeurs. Ils n'auront aucune vérification à faire, donc il faut vraiment qu'il y ait une confiance aveugle. Parce que je sais que, par exemple, les parachutistes disent toujours « c'est moi qui plie mon parachute ». Donc, eux, c'est vraiment... Il faut qu'ils aient parfaitement confiance. Ils n'ont pas de vérification à faire. Alors, ça dépend. L'École nationale du cirque, par exemple, est en train d'installer un cours de gréage aux artistes de cirque pour que, justement, ils puissent par eux-mêmes vérifier. Mais ce n'est pas une pratique commune, disons. Les artistes de cirque font confiance, je ne dirais pas aveuglément, mais pour beaucoup, ils font confiance au gréeur parce que le gréeur est vraiment l'expert là-dedans. Souvent, le gréeur ne va pas juste installer l'équipement, mais il va aussi le fabriquer, il va aussi l'inspecter. C'est vraiment lui qui est en charge de ça. Après, de plus en plus d'artistes de cirque, maintenant, ils commencent à prendre conscience de ça. Puis, il y a par exemple une artiste de cirque de l'École nationale du cirque qui a des contrats à l'extérieur, puis elle vérifie toujours 2, 3, 4 fois avant de monter sur scène. Elle discute avec le gréeur, de l'équipement qu'il choisit, tout ça. Donc, c'est en train, les mentalités sont en train d'évoluer là-dessus. Mais avant ça, non, c'était pas une pratique courante. Comme les artistes de cirque, il faut savoir, souvent, c'est un peu des casse-cou, là, je dirais. On leur dit saute, ils réfléchissent pas trop. Puis au contraire, c'est même eux qui cherchent. Tu leur fabriques une table en disant vous sautez pas dessus, tu as à peine le dos tourné, ils sont 4 à faire je sais pas quoi avec. Enfin, ils sont super créatifs, ils veulent tester plein de choses. Donc c'est après à nous, ingénieurs ou concepteurs ou directeurs techniques, de penser à se dire comme ok. Mon artiste de cirque, il va faire le foufou avec ça, donc il va falloir que je le conçoive avec qui puisse supporter des charges vraiment très élevées. D'autres questions? Oui, moi j'ai une question pour vous. Oui. Au début, vous avez parlé lorsqu'il y avait la diapo avec le coureur et les axes et trajectoires et tout ça, que vous pouviez justement aider l'artiste à pouvoir sauter mieux, plus haut et tout ça. Est-ce que vous avez travaillé en tandem avec les entraîneurs pour maximiser? Oui. Et est-ce que vous avez un bagage gymnique, vous? Un bagage? Votre bagage. Est-ce que vous avez de l'expérience au niveau de l'acrobatie ou c'est simplement votre bagage en biomécanique qui vous permet de poser ces observations-là? Oui, voilà, pour répondre, il y avait plusieurs questions. Oui, je travaille avec les entraîneurs de l'École nationale du cirque, forcément. Et même eux, en fait, ont des questions parce que des fois, ils sont là comme « Ah, ben moi, j'utilise telle méthode, mais l'autre entraîneur utilise telle méthode, puis on n'est pas d'accord de laquelle fonctionne mieux. » Donc, un projet de recherche, c'est aussi à ça que ça sert, à tester avec une modélisation, tester les deux méthodes, puis voir laquelle est la plus fonctionnelle. Sinon, par rapport à mes connaissances à moi, donc moi, je suis vraiment génie mécanique, je ne connais rien à la biologie. Par contre, quand j'ai commencé à travailler avec l'École nationale de cirque, ils m'ont fait essayer, j'ai fait 2 mois de gréage avec les gréeurs, donc pour ça je peux être en harnais, casque et tout. Ils m'ont fait faire de l'installation, ils m'ont fait tester pour justement comprendre c'était quoi leur problématique de tous les jours, essayer de comprendre c'est quoi leur métier, à quoi ils sont confrontés tous les jours. Mais aussi, ils m'ont fait aussi tester des équipements de cirque. Donc j'ai testé trampoline, sangle, cadre russe, je ne sais plus quoi d'autre, trapèze ballant. Ils m'ont fait tester plein de choses parce qu'ils voulaient, pour eux, c'était important que je puisse comprendre ce que l'artiste puisse ressentir. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Et après ça, je me suis inscrite à des cours. Je fais du tissu aérien maintenant depuis 1 an et demi. Mais sinon, moi, en dehors, je fais de la danse à haut niveau. En fait, je fais des compétitions de danse depuis très jeune. Donc, ça s'apparente quand même un peu tout ce qui est problématique du corps humain ou choses comme ça. Même si je n'ai pas fait d'études là-dedans, je suis capable de comprendre les problématiques en arrière. Est-ce que ça répond? Alors, on a une question du Collège Bourget, un élève, qui voudrait savoir si la corde lisse, elle est vraiment lisse. Et puis peut-être tu pourrais compléter en expliquant.
les liens avec la problématique que tu as étudiée. C'est une corde en nylon. Après, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par lisse. Elle est rigide. Elle est en coton. Pardon, elle est en coton. La corde est en coton. Il y a une gaine. C'est un tressage en coton. Puis des fois, on peut avoir une gaine autour en cuir pour faciliter la grippe ou pour éviter d'avoir du coton qui s'éparpille, ou mettre la main dans le tressage. Après, pourquoi elle s'appelle corde lisse? Sincèrement, je ne sais même pas. C'est comme ça. Ouais. Mais c'est plus rigide que le tissu. Le tissu est super élastique, par exemple. On peut facilement aller à 2 fois sa longueur en étirant. La corde lisse est vraiment rigide. C'est du coton rigide. Oui, Allô? autre question? Oui. Ma question porte sur avant le grillage. Au niveau de la structure, Oui. Est-ce qu'il y a une certification? Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit être fait à ce niveau-là? Alors c'est ça, il n'y a aucune norme qui existe actuellement. Non, il n'y a rien. Il y a juste les grilleurs, eux, ils ont ce qui s'appelle un facteur de sécurité qu'ils utilisent. Ils utilisent un facteur 10, 10 fois le poids de la personne. Et moi, j'ai mesuré 8 fois. Donc 8 fois, 10 fois, on n'est pas loin. Mais c'était juste une norme qu'ils avaient entre eux. Comme ils se parlent entre eux, puis ils sont là comme 10 c'est bien, machin. Donc, mais il n'y a pas de norme écrite, il n'y a pas le gouvernement qui... Ça demeure une estimation? Ouais. Ouais. C'était une estimation, parce qu'en fait, ils savaient que ça générait des forces élevées, mais ils ne savaient pas combien. Donc ils s'étaient dit, en prenant 10 fois, on est large, on est vraiment très loin. Mais finalement, on n'est pas si loin que ça. C'est ça que mon projet, en fait, démontre, c'est que 10 fois, c'est peut-être pas assez. Peut-être qu'il faudrait augmenter ce facteur-là. Mais c'est ça, moi, je ne suis pas forcément pour faire une norme. Il y a en ce moment aux États-Unis, ils sont avec l'ESTA, ils sont en train de faire des normes pour les arts de la scène générale, tout ce qui est théâtre et choses comme ça, mais c'est pas spécialisé dans le cirque. Eux, c'est plus des normes en vol aérien. Donc, tout ce qui est harnais, par exemple, si on a des acteurs qu'on veut faire lever en théâtre ou ce genre de choses, ils sont en train de monter des normes là-dessus. Mais comme le problème du cirque, c'est que contrairement au théâtre où on va juste prendre un acteur, puis on va le lever, puis voilà, mais l'artiste de cirque, lui, fait des mouvements dynamiques. Il y a une notion de dynamique en plus qui n'est pas prise en compte là-dessus. Donc, c'est ça que mon projet vraiment a déterminé, en fait. Alors, le Collège Bourget a une autre question. Avez-vous terminé? Oui. Alors, une autre question du Collège Bourget. Est-ce que le poids de l'équipement de cirque peut changer quelque chose? Oui, en fait, c'est à prendre en plus. Disons... Alors, moi, ce que j'ai fait, en fait, je ne vous l'ai pas dit, mais quand j'ai pris ma mesure, j'ai pris mon équipement de prise de mesure, mon capteur. C'est ça, mon capteur. J'ai mis l'équipement de cirque. Et là, j'ai dit à mon capteur, mets 0. Comme ça, je mesure juste les forces générées par l'artiste de cirque, mais pas les forces de l'équipement de cirque. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai enlevé en fait le poids de l'équipement de cirque. Donc en gros, les facteurs 8 que je trouve, il faudrait en plus de ça ajouter les forces que le poids de l'équipement. Alors il y a des équipements qui sont plus ou moins lourds. Disons le tissu par exemple est super léger, c'est très élastique, c'est du tissu, c'est très léger. Mais par exemple les sangles, on va avoir un triangle en métal souvent avec 2 mousquetons de chaque côté, puis les sangles de chaque côté. Là ça commence à peser un petit peu, donc c'est pas. Disons que ça serait bien de les ajouter en plus à ces forces-là. Alors moi, j'ai plus de questions en web diffusion. Est-ce que dans la salle, quelqu'un est inspiré pour une dernière question? Non, alors on peut conclure. Marion, un gros merci d'être venue présenter ton travail. Merci beaucoup. Et merci à toutes les écoles qui ont participé à cette conférence. À bientôt. Merci.